Bien, je vous disais donc que cette expédition au pôle Nord n'avait pas été une partie de plaisir, mais malgré tout, j'ai adoré. J'ai adoré parce que le paysage était franchement extraordinaire. On dirait extraordinaire, une immensité blanche, mais c'est tellement varié, tellement divers, vous n'avez aucune idée de toutes ces différentes formations géologiques, des grottes, des sortes de montagnes, de blocs de glace, c'est extraordinaire. Cela m'a obligé à aller chercher très loin de l'énergie. C'était vraiment l'exemple type d'un dépassement de soi, ou confronté à l'adversité, parce que avec le vent, on avait une impression, un ressenti de, je sais pas moi, moins 15 degrés. C'était difficile, il fallait monter la tente très très vite parce que sinon on avait extrêmement froid. Tout était difficile et donc il fallait vraiment trouver des ressources en soi. Donc c'est un apprentissage de vie. Je sais que je les ai, ces ressources. C'était une aventure. Ça m'a fait découvrir la Russie. Mon premier mot en russe, c'était vertaliot. Ça veut dire hélicoptère. Donc c'est rare qu'on commence par apprendre ce mot-là dans une langue étrangère. Et je dois dire que je suis consciente que c'était un grand privilège, une grande chance d'avoir eu l'occasion de faire cette pseudo-expédition. À l'époque, grâce à l'amitié entre mon compagnon et cet homme d'affaires français, nous n'avons pas eu à payer le voyage en hélicoptère de la base au pôle Nord, par exemple. On a juste fait de l'hélicostop, c'est-à-dire qu'on a profité d'un voyage de l'hélicoptère qui allait chercher quelqu'un pour se faire déposer, et pareil au retour. Donc, c'était quand même un gentil coup de main de la part de cet homme d'affaires français. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle Grand Nord, Grand Large, qui demande pas moins de 50 000 € pour une sorte d'initiation au pôle Nord, qui ressemble fort à ce que j'avais fait la première année. Ceci dit, aujourd'hui, c'est peut-être même moins dépaysant et plus organisé que ce que j'avais fait à l'époque, parce qu'il passe par la Norvège. Donc tout ça est certainement très bien organisé. Quoi qu'il en soit, si j'ai eu la chance, c'était à cause de cet aspect de coup de main financier d'une part, mais aussi parce que, ça ne va pas vous surprendre, le changement climatique est en train de tout mettre en péril. La banquise va-t-elle survivre ? La banquise, je ne vous l'ai pas expliqué suffisamment, c'est une immense couche de glace. C'est vraiment des kilomètres et des kilomètres de surface de glace qui s'est formée à la surface de l'eau. Donc il n'y a pas de terre dans l'Arctique, contrairement à l'Antarctique. Et c'est une couche de glace qui se forme et qui peu à peu se solidifie et prend de l'épaisseur. En plus, s'il neige, eh bien, ça fait de l'épaisseur supplémentaire. Ce qu'on appelait la banquise pérenne faisait de 3 à 4 mètres d'épaisseur. Et on l'appelait pérenne parce qu'elle persistait même après la fonte estivale. Il y a quand même l'été qui passe par là, donc un petit peu de fonte, quelques icebergs qui se détachent, d'accord, mais il y avait quand même une persistance de cette banquise. En 1980, l'épaisseur moyenne de la banquise arctique était entre 1,89 m et 2,62 m. En 2012 déjà, cette épaisseur était d'entre 1 mètre et 1,72 m. Donc on voit que les choses commencent à dépérir dans notre Grand Nord. D'ailleurs, pourquoi flotte-t-elle cette banquise ? Quand on voit de la glace, on se dit, mais c'est lourd, non ? Surtout des kilomètres et des kilomètres de glace. Eh bien, c'est dû à l'écart entre la densité de la glace et celle de l'eau. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. La glace est moins dense que l'eau, donc elle flotte. Lorsque les températures de l'eau atteignent moins 1,86 degrés Celsius, c'est là qu'elle commence à se solidifier. On a tendance à croire que l'eau salée ne peut jamais se solidifier si, à partir de ces températures-là,
les premières paillettes de glace cristallisent et ainsi petit à petit la glace se forme. Et par ce procédé de glacification et de solidification, le sel disparaît. Donc, si jamais vous vous retrouvez au pôle Nord et vous avez soif, il suffit de prendre un morceau de glace et vous n'aurez pas cet horrible goût d'eau salée dans la bouche. Le réchauffement climatique, nous l'avons constaté, enfin nous, n'est-ce pas, nous, la grande communauté scientifique et aventurière des pôles nordistes, depuis le début des années 90. Et on sait que s'il y a une variation naturelle, elle ne représente que 30 à 50% du recul de la banquise. Le reste, c'est-à-dire entre 50 et 70%, est dû à l'action de l'homme. C'est ce qu'on appelle le réchauffement anthropique. Et cette évolution fait que pas mal de scientifiques aujourd'hui estiment que avant 2050, la région sera dépourvue de glace en été. L'observation du pôle Nord est réalisée par un institut états-unien, le National Snow and Ice Data Center, NSIDC, qui s'occupe de faire une observation par satellite et qui réussit donc à suivre l'évolution et la disparition de la banquise et surtout de la portion estivale qui disparaît. On a constaté que depuis 1979 à 2011, 30% de la banquise a disparu. Et la surface de la banquise a atteint son minimum le 16 septembre 2012, où l'on avait 3,41 millions de kilomètres carrés d'extension de la banquise. Ça veut dire qu'avant, c'était vraiment beaucoup plus étendu. Et pour finir avec mes données scientifiques, je tirerai une conclusion. C'est que cette disparition de la banquise va avoir à son tour des conséquences catastrophique et va aggraver le changement climatique. Parce qu'une surface blanche et glacée reflète la lumière. Alors qu'une surface sombre telle l'océan va attirer et capter la chaleur, d'où un réchauffement de l'océan à son tour, d'où une nouvelle déperdition de banquise. C'est la raison pour laquelle, si l'on disait la blague habituelle des grands aventuriers polaires était de demander pourquoi est-ce qu'un ours polaire ne rencontrait jamais un pingouin, c'est simplement parce que les pingouins habitent dans l'Antarctique et pas dans l'Arctique, comme les ours polaires. Eh bien maintenant, on se demande s'il ne va pas falloir faire une expédition de sauvetage de l'ours polaire, aller les chercher en Antonov 74 ou autre avion cargo, et les ramener au pôle sud, donc à l'Antarctique, où la glace a tendance à rester davantage, probablement parce qu'elle est sur une surface en terre et pas sur l'eau, et donc il y a une petite déperdition de glace au pôle sud, mais nettement moins marquée, et donc peut-être allons-nous ramener les ours en Antarctique, et pourront-ils enfin jouer avec des pingouins. Voilà, je vous remercie pour votre attention.